Et salut tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur la chaîne, j'ai pris des vacances, ça m'a fait du bien. Et aujourd'hui on va retourner un petit peu dans le grand bain en parlant de rétrospective cinéma. Tu sais que parfois sur la chaîne on traite de films qui parlent du monde de l'automobile. On a déjà parlé de Rush, on a déjà parlé de Jour de tonnerre. D'ailleurs si tu connais pas ces films, regarde les vidéos sur la chaîne, ça va peut-être te donner envie de les voir. C'est des très très bons films. Mais là, on va parler d'une pierre angulaire du cinéma moderne, d'une pierre angulaire du cinéma tout court. On va parler de Mad Max Fury Road, qui est un film de 2015, donc il n'est pas sorti récemment. Mais j'en parle aujourd'hui parce que d'une, je l'ai revu récemment et c'est toujours la même claque. C'est-à-dire que même si c'est un film qui n'est pas sorti l'année dernière, il est ultra efficace, ultra actuel. Et puis, il y a sa suite qui sort l'année prochaine en 2024. Et il est peut-être temps de s'y remettre un petit peu pour refaire une piqûre de rappel. Donc on va un petit peu se donner des arguments pour voir ce film qui est vraiment exceptionnel. Voilà. Et puis je sais qu'en ce moment l'actualité d'iRacing est très riche puisque la nouvelle saison arrive avec de nouvelles voitures, des nouveaux tracés. Je traiterai peut-être de l'actualité, je vous promets pas. En ce moment j'essaie de regagner ma licence NASCAR, ma licence A que j'ai perdue. C'est pas facile le NASCAR. D'ailleurs je prépare peut-être une vidéo qui va vendre la série NASCAR parce qu'on a parlé un peu de rallycross sur cette chaîne, mais on n'a pas parlé du NASCAR, on n'en parle pas beaucoup, et pourtant je roule en NASCAR, même si je ne suis pas un ultra bon pilote, et donc si tu connais pas cette série, ça te donnera peut-être envie d'y mettre les pieds. Allez, on va se faire une petite vidéo rétrospective, accroche-toi, on y va. Alors, si tu connais pas la saga Mad Max, je vais te dire, tu es passé à côté d'un genre cinématographique, puisque cette saga a créé un genre à lui tout seul. On est dans un film de science-fiction, c'est un film post-apocalyptique, c'est un film survival, c'est un road movie, c'est une sorte de western moderne. Donc tu vois, c'est un espèce de mélange qui est vraiment unique. D'ailleurs, Mad Max n'a jamais eu d'équivalent. Ça a toujours... Il y a eu des tentatives peut-être de la part de certains réalisateurs, mais jamais, enfin, aucun film ne lui est arrivé à la cheville. Et donc on est sur une saga qui est quand même très ancienne, puisque le premier Mad Max, réalisé donc par George Miller, tu vas voir qu'en plus c'est lui qui a réalisé tous les films de la saga. Donc Mad Max 1 qui sort en 79, qui avait fait scandale à l'époque, puisque tu y vois une scène où un enfant se fait écraser, ça a été interdit, enfin c'est un film qui avait fait un petit peu polémique. Ensuite tu as Mad Max 2, qui est un film énorme, qui date de 81, donc c'est un film qui a 41 ans, quoi. Faut se remettre un peu dans le contexte. Et ensuite, donc tu as pas eu de Mad Max depuis. Alors s'il y a eu le 3, qui est pour moi qui est pas une pierre angulaire, hein, donc on va pas revenir là-dessus. Et donc tu as ce Mad Max Fury Road qui sort en 2015, qui arrive, qui met un gros coup de boule dans le monde du cinéma. D'ailleurs, moi j'ai eu très peur hein, quand il a été annoncé ce projet. Et donc on a toujours George Miller, le papa de la saga, qui n'est plus très jeune aujourd'hui, et qui se remet en selle avec ce Fury Road qui coche toutes les cases d'un ultra bon film d'action, un ultra bon film, un ultra bon Mad Max. Alors, il faut que je te pose de contexte, il faut que je te raconte l'histoire, le synopsis. Alors, à vrai dire, le scénario de Mad Max, il pourrait tenir sur un tout petit bout de papier, tellement c'est simple à suivre. On suit ce personnage de Max qui évolue donc dans ce monde où il n'y a plus d'État. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de gouvernement. On sait qu'il y a eu une guerre nucléaire, mais on ne sait pas qui, quoi, comment. Il y a très peu de survivants à l'échelle de la Terre. Et puis, et donc le peu de survivants qui restent, les gens essayent de recréer alors soit un semblant de civilisation, donc des gens qui ont encore des valeurs, qui essaient de reconstruire des familles, etc., qui essayent une sorte d'harmonie en quelque sorte. Et puis de l'autre côté, on a la loi du plus fort, les meutes, les gens qui sont là pour se battre pour des ressources, qui sont prêts à tuer, à violer, donc on se bat pour du pétrole, on se bat pour de l'eau, on se bat pour des territoires, on se bat pour des munitions, on se bat aussi pour avoir des esclaves. Et donc là, dans ce Mad Max Fury Road, on suit donc ce personnage de Max qui se fait tout de suite capturer dès le début du film. Je ne vais pas te raconter tout le film pour pas te le déflorer, mais on voit Max qui se fait capturer par une meute qui va l'amener dans un endroit qui s'appelle la Citadelle, où là on a un tyran qui règne sur une armée d'esclaves, et ce tyran s'appelle Immortan Joe. On va quand même décortiquer un petit peu les personnages.
Et donc Max va être enfermé là-dedans et son but à lui, c'est de sortir de là parce il est là. En plus, comment dire, Max c'est quand même quelqu'un qui a pas encore subi les radiations, il est quand même encore en bonne santé et donc son sang est encore utile. On va l'exploiter comme donneur de sang et donc lui son avenir évidemment il est pas là-dedans. Le but c'est de s'échapper de la citadelle et de reprendre sa liberté entre guillemets parce qu'on n'est jamais vraiment libre mais on peut pas rester là-dedans non plus. Et donc là, tu as les bases du film. Voilà, c'est vraiment un film qui est très très simple. Mais, ce n'est pas tout. Et comme je l'ai dit au début du film, en fait, on va pas rester dans la citadelle, puisque c'est un road movie. Et très rapidement, on va en sortir grâce au personnage de Furiosa. Furiosa qui est jouée par Charlize Theron, qui est vraiment très très bien dans le film, qui a le crâne rasé, elle a une gueule de malade. Et donc, elle a le statut d'impérator. En fait, c'est un personnage qui est gradé au sein de cette meute. Et elle est chargée de convoyer un camion-citerne rempli d'eau, rempli de lait. Et elle doit se rendre à une ville qui est à quelques heures de route de la citadelle pour faire du commerce avec cette autre peuplade et qui a sûrement des munitions à fournir ou du pétrole en contrepartie. Et donc elle va être escortée, donc elle convoie ce camion, mais elle est escortée par des motos, elle est escortée par des voitures, avec des gardes évidemment, parce qu'elle risque de se faire attaquer tout au long de la route. Et puis en cours de chemin, elle va bifurquer, elle va pas prendre la direction qu'elle devait prendre, elle va couper à travers des airs, et puis là donc les gardes qui l'escortent vont se poser des questions, il va y avoir toute une scène où elle leur dit mais faites-moi confiance, je sais ce que je fais, etc. Et très rapidement, on va se rendre compte qu'en fait, elle a extirpé de la citadelle, pas seulement le lait et l'eau, mais elle a surtout extirpé les pondeuses de Immortanjo, les pondeuses qui sont 5 femmes sublimes, très jeunes, en bonne santé, et qui sont juste là pour lui faire des bébés. Donc c'est des 5 esclaves, et elle les a mis dans le camion, elle les a cachées, et en fait, elle est en train de se barrer avec ses filles, parce que voilà, c'est pas un avenir. Et quand Immortanjo, parce qu'il la suit évidemment avec une longue vue, avec des jumelles, il se rend compte que le convoi ne prend pas la route d'origine. Il envoie toute sa meute, les Warboys comme il les appelle. Donc c'est tous ces soldats, il les envoie chasser le camion pour absolument ramener déjà les ressources et puis ramener ses pondeuses. Alors là, comme ça, quand je te parle du film, tu te dis, finalement, la trame, c'est une trame de film classique. Et en fait, pas du tout. Oui, la trame est très simple à suivre, mais tu vas voir que c'est un film qui est quasiment muet. Il y a très peu de scènes de dialogue. Et tout ça n'est que prétexte à une immense course-poursuite divisée en trois actes. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que une fois sorti de la citadelle, la course-poursuite commence et ça ne s'arrête pas quasiment jusqu'au générique de fin. Et donc, tu vas me dire, oui, voilà, un énième film de course-poursuite. Oui, mais quelle course-poursuite, quel film d'action. Déjà parce que aujourd'hui, à l'heure où on est gavé de CGI, d'effets spéciaux, etc., où tu n'y crois pas quand tu vois des scènes de course-poursuite avec des voitures, des trucs complètement... là, c'est pas le cas. Là, on est encore avec des scènes d'action réalistes, avec de la tôle froissée, avec des gens qui sont à deux doigts de mourir, même les cascadeurs, je pense qu'ils prennent beaucoup de risques, parce qu'ils sont à deux doigts de passer sous les roues d'un camion. Et donc, oui, il y a des effets spéciaux, il y en a un petit peu quand même, on va pas se mentir, il y a des fonds verts, il y a de l'étalonnage numérique, il y a des choses comme ça, une tempête de sable immense qui fait des centaines de kilomètres de haut, évidemment qu'on peut pas la faire en réel, mais les scènes d'action du camion qui se fait attaquer par les motos, etc., et c'est le gros du gros de l'histoire, ça c'est que du réel, c'est que des... d'ailleurs c'est palpable, visuellement, tu vas voir, tu n'as plus l'habitude de voir ça au cinéma. C'est un film moderne, avec les codes de ce qui se faisait avant. En fait, il a le même syndrome de Top Gun 2 qui est sorti récemment, Top Gun 2 Maverick, où tu te dis, il reprend les codes des films des années 80-90, tout en les actualisant et tout en étant filmé à l'ancienne. Et donc, tu as un maximum d'images qui ne sont pas des images de synthèse. Voilà, les types sont vraiment dans des avions, avec des... Et ça donne des trucs incroyables à l'image. Tu y crois beaucoup plus que quand tu es face à une avalanche d'effets spéciaux en CGI, en images de synthèse. Et ça fait vraiment toute la différence. Le film a été ultra bien accueilli par la critique. Il a eu de très nombreuses récompenses à travers le monde. Encore aujourd'hui, il se tape un 90 sur 100 sur Metacritic. Même si je ne suis pas fan des notes, parce que voilà, les œuvres d'art, on ne devrait pas les noter. Il faut reconnaître que oui, il a quand même globalement un avis positif.
Au niveau des récompenses, je vais te donner juste les plus prestigieuses. Il a reçu 6 Oscars en 2016. Celui du meilleur décor, meilleur maquillage et coiffure, meilleure création de costumes. Tu le vois à l'écran, c'est quand même depuis tout à l'heure, je te fais défiler des images. Ça claque hein, visuellement. Meilleur montage de son et meilleur mixage de son. Donc c'est un film qui a vraiment rencontré très vite son succès. C'est un blockbuster, hein. C'est un film à gros budget. Il y a 150 millions de dollars sur la table. Il est rentré largement dans ses frais. Mais les 150 millions, c'est pas, on se moque pas de toi. Tu les vois à l'écran. Le film a été en partie tourné en Namibie, dans le désert de Namibie. D'ailleurs, il y a une des polémiques qui tourne autour de cette histoire de désert. Puis il y a encore des scènes qui ont été re-shootées par la suite en Australie. Donc c'est un pur film australien dans l'âme. Ces films un peu voilà, parce qu'ils ont leur code, les Australiens, hein, en termes d'automobile, en termes de narration, etc. Ils ont vraiment leur code. C'est vraiment un pays à part. Et puis par contre, je vais revenir sur le cas de Junkie XL, donc le compositeur néerlandais qui s'est occupé de la BO du film. Parce que même s'il fait du très très bon travail, je trouve que... Alors, le film est exceptionnel, on est d'accord, mais il aurait pu... Il tombe un peu dans la facilité, même s'il y a quelques morceaux qui sont... qui te donnent des frissons, ça marche, c'est très efficace. Je trouve que le film méritait encore mieux. Le film méritait beaucoup mieux encore, mais bon, il y a quand même des morceaux qui sont gravés dans ma mémoire. Junkie XL, il a fait les musiques de plusieurs jeux vidéo, notamment FIFA, Forza Motorsport, SSX, le jeu de surf, Need for Speed. Il a fait aussi des musiques de grands films comme 300, La naissance d'un empire, donc 300 numéro 2, Terminator, Dark Fate, Batman contre Superman, Alita Battle Angel, donc il a fait quand même de grands films. Mais tu vois qu'au niveau BO, c'est très... disons que c'est un bon compositeur, mais il y a quand même mieux. Voilà, sur la scène des compositeurs de cinéma, il y a quand même mieux. Il fait le taf, attention, il y a des moments quand même qui sont mémorables, mais je le mettrai pas dans les grands points forts. Tout n'est pas parfait dans la BO de ce Mad Max. Côté photo, et tu vois que depuis tout à l'heure, c'est absolument magnifique hein, ce que je te montre, on a John Seal, le directeur de la photo, qui se gave. Comme le film est tourné en Namibie, on a des décors exceptionnels. Le désert de Namibie, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un pays qui est très très joli. John Seal, en plus, il a un petit peu d'expérience. Il avait fait la photo sur Harry Potter, Le Cercle des Poètes Disparus, Rain Man, Gorille dans la brume, Le Patient anglais. Donc il a un peu de bouteille le monsieur, et là il va se gaver, et tu vas en avoir pour ton argent. Donc visuellement, le film est magnifique. En termes de scènes d'action, c'est d'une générosité, ça s'arrête jamais. Au niveau auditif, tu vas entendre des V8 qui gueulent, tu vas entendre des mecs hurler, tu vas entendre la musique comme ça une espèce de brouhaha, une espèce de vacarme en permanence, etc. Mais ça fait partie du concept, tu vas presque sentir le sable sur ton visage, tu vas sentir l'huile, tu vas sentir l'essence, tu vas sentir tout ça. Et puis au niveau interprétation, donc il y a du très très bon, il y a du moins bon. Je vais parler donc j'avais dit que Charlize Theron, Furiosa, qui est un super personnage, elle le joue très très bien. Autant c'est un rôle fort, autant il y a des moments dans son regard, elle est en détresse et ça se sent. Elle est vraiment impliquée dans son rôle. Tom Hardy qui joue le rôle de Max, qui est un bon Max, hein. Je dis pas que c'est un mauvais Max, mais c'est difficile de passer après Mel Gibson, qui est un super comédien, qui est un très bon réalisateur. Mel Gibson, il a un tel charisme que c'est compliqué de passer derrière lui. Et si tu veux, Tom Hardy, il fait le taf, il est professionnel, il joue, mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'on a normalement Max, c'est un mec qui est un peu plus déglingo de la tête, un peu plus. Et si tu veux, Tom Hardy dans son regard, parce qu'il parle pas beaucoup hein, dans le film, dans son regard, tu sens que c'est un mec qui a un fond gentil. C'est un gars c'est pas un mauvais gars si tu veux. Et même il y a des scènes, il y a un moment où il prend un fusil canoncier et il doit tirer dans un bras pour essayer de se détacher de la menotte qui le tient. Et tu vois que dans son regard, il est pas prêt à tirer avec le fusil. Il tire, évidemment, donc je te raconte pas tout. Mais tu sens que ça manque il manque de bestialité. Comment dire, le film, si tu veux, il fait presque bande dessinée.
et on trouve pas le côté viscéral de Mad Max 2, où le film n'a pas cette violence. Dans Mad Max 2, tu vois vraiment les corps passer sous les roues, mais tu les vois vraiment, tu vois les mains se faire découper, les doigts qui sautent, tu vois, c'est un autre film aussi, c'est un autre contexte, c'est une autre époque. Aujourd'hui, on filme plus comme ça. Et donc ce Mad Max là, si tu veux, il est un tout petit peu édulcoré, et ça passe aussi par ce personnage de Max qui est un petit peu plus sur la retenue. La violence est un peu plus aseptisée, tu vas pas voir... Alors il y a de la violence, mais tu vas pas voir des gerbes de sang, tu vas pas voir ça pas voilà, c'est très spectaculaire, c'est très beau, c'est très chorégraphié, c'est magnifique. Mais il manque ce petit plus, mais ce petit plus qui aurait fait basculer le film dans un film interdit aux moins de 16 ou 18 ans, et du coup ça aurait impacté les entrées au cinéma, et je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre de risques à ce niveau-là, et donc ça passe par ce personnage de Max qui est un petit peu sur la retenue. Le film n'a pas la violence qu'il devrait avoir, mais ça reste quand même exceptionnel. Allez, il faut quand même que je vous parle quand même de ce rôle de Immortan Joe qui est joué par Hugh Caseburn. Le monsieur est décédé aujourd'hui, mais c'est un super comédien. Moi, je le trouve très très fun dans le film. Alors c'est un rôle de salaud évidemment. D'ailleurs, c'est le même comédien qui jouait le bad guy dans Mad Max 1. C'est pas le même rôle, mais c'est le même comédien. Donc là, il est méconnaissable. Quand vous voyez sa tête, vous dites ah mais effectivement, il ressemble à rien. Mais il est ultra caricatural, il croit à fond dans son personnage, et toi, il te fait croire dans son personnage. Il est très fun, en plus, à travers leur mythologie, donc l'histoire du Valhalla, il recherche ses pondeuses, il faut absolument pas qu'on les touche, etc. Comme ça, il donne des récompenses à ses warboys en fonction des bonnes actions, et quand il y a un warboy qui est à deux doigts il veut se suicider pour la bonne cause, il y a tout un rituel avec Immortan Joe, et je trouve que le personnage il est vraiment crédible. Non voilà, je voulais quand même je vous raconte pas comment ça va se finir parce que vous vous doutez bien que ça va mal se finir, mais oui, c'est un super personnage, c'est un super antagoniste. Il incarne parfaitement ce gros porc dégueulasse qui nous tyrannique, qui a les yeux exorbités en permanence en train de gueuler dans un micro. C'est vraiment non, c'est vraiment jouissif. Alors je reviens sur les quelques polémiques quand même qui ont un petit peu entouré le film avant sa sortie et après sa sortie. Avant sa sortie, quand on a vu le scénario et quand on a vu que les femmes allaient avoir un rôle très important, alors que c'est un film qui est Mad Max, c'est un film très masculin, on a eu peur. En plus, c'était l'époque de MeToo. Et dans le film aussi, les femmes ont un rôle très, très... par exemple, Furiosa a un rôle très fort. Hein, t'as le rôle de Max, t'as le rôle le rôle de Furiosa. Et tu te dis, wow, ça va pas du tout. Et d'ailleurs, il y a quelques répliques dans le film où tu as des femmes qui n'ont pas confiance aux hommes parce qu'elles ont été mises en esclavage, que c'est les hommes qui les ont mis dans la merde. Et en fait, non, ça sert vraiment le scénario. C'est pas un discours féministe pour un maladroit avec une vision politique du truc. Non, on est vraiment dans un contexte. C'est vraiment, tout est légitimé. Et moi qui aime pas du tout le féminisme revanchard sur les hommes, etc., je trouve que c'est très bien amené. Les femmes fortes ont un rôle de femmes fortes parce qu'elles sont tout simplement fortes. Les femmes qui sont un peu plus faibles, parce qu'elles sont enceintes, etc., oui, elles le sont parce que c'est leur rôle qui veut ça, et c'est pas forcément on distribue pas les rôles un peu maladroitement comme c'est fait aujourd'hui dans les séries télé ou dans les films modernes. Donc tout ça, cette polémique-là, elle a été balayée. Et tu n'entendras plus jamais quelqu'un te dire Mad Max Fury Road c'est un film féministe. Pas du tout. C'est seulement un purée de bons films d'action, point barre. Autre polémique qu'il y a eu, c'est vrai que le film est tourné en Namibie. Et c'est vrai que là, quand je l'ai revu l'autre soir, je dis quand même, il le déglingue le désert, mais il le déglingue vraiment. C'est-à-dire que les dunes de sable, les montagnes, tout y passe. Alors, il n'y a pas de végétation, mais je pense qu'il y a un peu de faune là-dedans. Il y a quand même des petits animaux, des petits lézards. Et je pense que tout est déglingué. Alors, il y a eu des associations qui ont essayé de faire un boycott, de faire un bad buzz autour du film. Faut reconnaître que, comme ils ont voulu tourner à l'ancienne, il y a un peu de déglingouillage de nature. C'est vrai que le désert, on en a pris plein la figure. Mais en même temps, bon, j'ai envie de te dire, il faut pas se mentir, même quand c'est tourné en CGI, même quand c'est tourné
On peut pas finalement, c'est vrai que c'est pas un film écolo, c'est pas un film dans l'air du temps, c'est pas un film qui est Greta Thunberg compliante. C'est un film qui c'est vrai que bon, tu vois des grosses gerbes de fumée, tu vois des, des, des explosions, tu vois de la tôle froissée, des bouts de carcasses de camions, de trucs. Bon, ils n'ont pas laissé, je pense, les carcasses sur place, hein, tout a été enlevé, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça avait fait un peu polémique. Bon, bah, c'est un peu triste, ça, c'est vrai. Allez, je vais pas finir cette vidéo sur les polémiques, on va quand même finir sur une touche positive. Et que dire de ce Mad Max Fury Road? Je pense que tout a été dit, puisqu'on est en face sûrement d'un des meilleurs films de course-poursuite dans toute l'histoire du cinéma. Il y en a des courses-poursuites dans le cinéma, il y a des films des road movies, il y a tout ce que tu veux. Mais là, on est en face en termes de générosité. Et je t'ai pas parlé en plus des possibles différents niveaux de lecture du film. Parce que tu peux le prendre comme un simple film d'action et tu peux le prendre avec d'autres niveaux de lecture. Si tu veux voir de l'action, tu vas être servi. Si tu veux voir un peu de profondeur dans le film, tu vas voir que tu peux lire entre les lignes. Il y a certains... il y a du sous-jacent. Si tu veux creuser, tu vas pouvoir creuser un petit peu, c'est intéressant. Mais oui, moi je le prends comme un simple film d'action, tout simplement. Et puis si tu veux creuser un peu, faire de la philo là-dessus, tu pourras le faire aussi. C'est un film qui est généreux de ce côté-là. Donc oui, on est en face d'un des plus grands films d'action, un des plus grands films de course-poursuite du cinéma. Si tu l'as pas vu, je te conseille chaudement de le regarder et de le regarder dans des conditions cinéma. C'est-à-dire que tu éteins tout, tu te mets dans le noir, pas de téléphone, gros son, grosse image. Hein, faut pas faire ça à moitié, faut lui donner les moyens. Et je te garantis que tu vas sortir de là complètement émerveillé. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, bah, pense à liker. Si tu veux mettre ton petit grain de sel là-dedans, n'hésite pas à le dire en commentaire. Moi, je me ferai un plaisir de débattre avec toi. Et puis, moi, je te dis à très bientôt.